mercredi 25 octobre 2023, la librairie Ombre Blanche accueillait l'écrivain, cinéaste et photographe Jean-Philippe Toussaint, auteur de 18 livres, publiés aux éditions de Minuit, tels que Fuir, prix Médicis en 2005, ou La vérité sur Marie, prix Décembre en 2009, ou encore La disparition du paysage en 2021, mise en scène par Aurélien Bory avec Denis Podalides, et L'instant précis où Monet entre dans l'atelier en 2022. Il y présentait ce jour-là son livre L'échiquier, édition de Minuit, ainsi que sa traduction de Échec de Stefan Zweig. Très bien. Bon, ben voilà, c'est l'heure. Il paraît qu'il va pleuvoir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une nouvelle neutre. Tu es sans opinion, là. Bon, voilà, depuis la salle de bain, beaucoup de chemin. Et ici, c'est souvent, toujours avec bonheur et avec joie. Et la dernière fois, c'était la fin du paysage. Oui, disparition du paysage. La disparition du paysage. Décidément, chaque fois je dis la fin, la disparition du paysage. Magnifique livre, c'était un très beau spectacle et on a passé un bon moment et Denis Podalides était très, très impliqué, c'était très très bien. Voilà, ça remonte à 2 ans ou à... C'est ça, c'était il y a exactement 2 ans. Voilà, entre-temps, donc tu as remis la main sur ton ordinateur. Bon, et voilà. Et donc Jimmy Poulotte, lui, il a la main sur son ordinateur et il travaille sur ton œuvre depuis 7 ans. Non mais attendez, vous êtes tout jeune, c'est pas possible. Vous savez il ne faudra pas s'éterniser quand même. Mais bon, alors, en tout cas, on profitera de votre savoir ce soir, tous ensemble, hein, autour de ces 2 livres, Échec et L'échiquier. Voilà, donc au moins les choses sont dites. C'est la lecture de mes vacances et voilà, j'ai du mal avec les titres, mais pas avec les livres, et c'est vraiment 2 lectures formidables. Voilà, d'abord retrouver sous une autre langue le texte de Zweig, ça c'était vraiment merveilleux. Et puis ce livre qui est pour moi peut-être un de tes tout plus beaux, voilà, je voulais le dire publiquement. Merci pour ce roman, enfin ce je ne sais quoi. Vous allez en discuter. Allez, à vous. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup à Ombre Blanche de me faire confiance pour cet entretien. Merci beaucoup à Jean-Philippe Toussaint d'être là aussi aujourd'hui. Donc pour parler de L'échiquier, comme on a dit, qui est paru le 31 août dernier, en parallèle d'une traduction d'une nouvelle de Zweig, qu'on connaît généralement en français comme Le joueur d'échecs, mais que tu as choisi de traduire par Échec, tout simplement. Et donc pour me présenter, Christian l'a dit, moi je suis pas du tout libraire à Ombre Blanche. Je suis doctorant à l'université Toulouse Jean Jaurès et je mène une thèse depuis 6 ans, 7 ans sur l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint et plus particulièrement sur la question du temps. Et alors là, quel cadeau tu m'as fait avec ce nouveau livre, parce que la question du temps, elle est centrale, et notamment la question de la mémoire, la question de la mémoire autobiographique. Alors je voudrais inaugurer un peu la discussion en revenant sur les premières pages justement du livre, parce qu'il y a une scène qui m'a énormément marqué, et je trouve qu'elle donne le ton du livre. Tu racontes qu'un jour de confinement, tu marches dans la rue et tu repasses devant l'école où tu as été enfant. Tu décides de pousser la porte. Et là, il y a donc cette scène que je vais lire. Tu tombes face au carrelage du hall d'entrée de l'école. Je me tenais là, immobile au seuil de ce grand hall dallé de noir et de blanc. Et ce qui apparut alors devant moi dans la lumière éblouissante du soleil de ce matin de mars, dans une sorte de réverbération visuelle issue des profondeurs du temps, comme lorsqu'on aperçoit, dans un mirage, des formes très lointaines qui se mettent à onduler sous la chaleur. C'est le carrelage en damier noir et blanc de ce grand hall d'entrée, tel qu'il devait être au milieu des années 1960, souvent mouillé de pluie, avec des traînées de boue et des traces humides de pas et de cartables à moitié effacés. Je regardais ce vieux carrelage noir et blanc, aujourd'hui sec et poussiéreux, sur lequel se reflétaient et s'entremêlaient les ombres en mouvement, lentes et paresseuses, venant des branches des marronniers de la cour de récréation, ou de plus loin encore, des abysses du passé, et je me suis alors rendu compte
Jamais cela ne m'avait frappé auparavant que le sol du hall d'entrée de mon ancienne école avait des allures d'échiquier. Tu reviens à la ligne, tu nous mets le numéro 4, 7, 8, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté ici, et tu écris « J'étais là, immobile devant l'échiquier de ma mémoire, et j'y resterai tout au long de ces pages. C'est le présent de ce livre, c'est son présent infini. » Alors évidemment, cette scène, moi, elle m'a énormément marqué, donc mon bagage d'étudiant de lettres me fait immédiatement penser à Proust, évidemment, avec cette mémoire involontaire qu'on a. On repense évidemment à la Madeleine, où se déplient ensuite tous les souvenirs de Combray avec le coup de la Madeleine. Et j'ai l'impression que justement la vue de ce carrelage, de ce damier en noir et blanc produit le même effet chez toi, et que du coup on a accès ou tu as accès, ou le narrateur a accès à sa mémoire autobiographique et à sa mémoire, plus particulièrement ce qui relie l'identité, comme si en fait Paul Ricoeur parle de mêmeté pour identifier ce qui ne change pas au fur et à mesure du temps, et il oppose à l'ipséité qui est notre partie de l'identité qui évolue à travers le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a ça dans ce présent présent infini que tu décris, le présent infini de la mémoire. Donc est-ce qu'il y a un peu de ça avec les échecs? Est-ce que c'est une manière de créer ce lien avec identitaire à travers qui va au-delà en fait de tes souvenirs et qui t'est apparu à ce moment-là, comme si les échecs avaient toujours été présents, même quand tu n'en avais pas conscience? Oui, ce qui me plaît, je crois, dans cette scène d'ouverture du livre, c'est qu'on a à la fois quelque chose de très quotidien. C'est le confinement que nous avons tous vécu. C'est le moment où on se promène un peu au hasard dans Bruxelles. Il n'y avait pas de restrictions particulières. On ne devait pas remplir des fiches particulières. On pouvait se promener. Et puis c'est un peu le hasard qui fait pousser la porte de mon ancienne école. Je raconte cela. C'est pas grand-chose, cette scène telle qu'elle est racontée. Et en même temps, je propose dès le début toute la structure à venir du livre. Et le fait de simplement avoir rencontré ce carrelage et de dire que c'est la première fois qu'il m'apparaît qu'il a une allure d'échiquier, je le répète, c'est quelque chose de quotidien, c'est une scène de la vie de tous les jours. Mais en même temps, je m'arrête, il y a comme un arrêt sur image, et je dis, voilà, c'est la structure du livre qu'on va lire. Et cette structure, elle est à la fois extrêmement géométrique, elle est à la fois rigoureuse, et en même temps, elle invite à la promenade. Parce que dès la case suivante, dès le chapitre suivant, puisque je décide de consacrer dans ce livre une case, un chapitre par case, et de faire comme dans l'échiquier, 64 cases ou 64 chapitres, dès la case suivante, dès le chapitre suivant, je me souviens de Georges Perec et de la vie mode d'emploi, où il utilise la polygraphie du cavalier. Et la polygraphie du cavalier, c'est un exercice mathématique. On prend un cavalier sur un échiquier vide, vous le posez quelque part, et vous faites le tour de l'échiquier. Et il faut passer sur les 64 cases sans jamais repasser sur la même case. Alors c'est un exercice mathématique qui peut se résoudre. Et je me dis, ça c'est intéressant comme structure narrative, parce que je vais contrebalancer la rigueur extrême du damier noir et blanc de l'échiquier par cette idée de promenade, un peu de vagabondage. Et le cavalier d'échecs, qui, comme vous le savez sans doute, se balade en L, permet comme ça une promenade. Et quel est le sens de la promenade? Vers où vais-je? Vers le passé, vers l'enfance, vers l'adolescence. Et que donc, c'est pour ça que je dis que c'est le présent infini de ce livre, c'est-à-dire qu'on est là, à ce moment-là, c'est ce premier temps-là, qui est le temps du confinement, mais il y a ce moment précis qui va permettre en fait à toutes les évocations d'être situées dans l'espace et dans le temps. Alors c'est intéressant puisque tu en parles, tu as choisi le terme de polygraphie. Alors je ne sais pas si c'est Perec qui l'utilise à la base, mais on peut aussi appeler ça l'algorithme du cavalier ou le problème tout simplement du cavalier.
Et tu as choisi ce mot, polygraphie. Et tout à l'heure, Christian rappelait à quel point on a du mal à dire qu'est-ce qu'est ce livre. D'ailleurs, il n'y a pas de sous-titre sous le titre qui puisse nous indiquer si on est face à un roman. Et même quand j'ai commencé à préparer cet entretien, je me suis rendu compte qu'il était même très difficile à résumer comme livre, parce qu'on commence sur un journal de confinement où on est dans ton quotidien, où tu nous parles de la traduction que tu envisages pendant le confinement de la nouvelle de Zweig. Et voilà, et puis finalement, après, tu nous amènes ailleurs, et le confinement reste quelque chose de lointain. Et donc, on ne sait plus trop, justement, on est dans cette balade que nous permet le Cavalier. Donc, ça en fait un livre difficile à résumer, et en tout cas difficile à étiqueter. Est-ce qu'on est dans un récit? Est-ce qu'on est dans un journal? Est-ce qu'on est dans un essai? On semble un peu dans tout ça à la fois. Donc, je ne sais pas comment tu le définis comme livre. J'adore le mot livre. Et donc, j'ai fait une exposition au Louvre qui s'appelle Livre Louvre. Je ne me suis pas spécialement posé la question. Je n'ai en effet pas rajouté roman en dessous du titre. Mais c'est un livre. Et une des choses aussi qui m'intéressait, c'est que c'est un livre que je découvrais à mesure que je l'écrivais. Contrairement à la plupart des livres que j'écris. C'est-à-dire que généralement, j'ai une idée assez précise. Comme c'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement, comme c'est un livre qui n'était pas prévu, c'est-à-dire qu'en mars, avril, mai, juin, juillet 2020, j'avais un autre programme, d'autres choses prévues, que tout ça a été annulé et que je suis resté à Bruxelles dans mon bureau et que petit à petit, tous les matins, j'avançais au début, ce qui me semblait être plutôt un journal, puisque je mettais des dates. Et puis petit à petit, je voyais bien que ce journal prenait une forme qui dépassait le simple journal d'une pandémie, le simple journal d'une traduction, mais que peu à peu, la tentation autobiographique apparaissait, que plein de signes extérieurs me ramenaient vers le passé. Alors, c'est paradoxal, puisque tout le monde nous parlait du monde d'après. Pendant le confinement, il y avait des interrogations dans les magazines, dans les journaux sur le monde d'après. Ce qui m'a frappé, c'était que c'était le monde d'avant qui surgissait dans ma vie, et que donc, le livre que j'étais en train d'écrire, je le découvrais en même temps que je l'écrivais, et j'ai gardé ça, parce qu'après, j'ai beaucoup retravaillé, mais j'ai gardé cette idée qu'en réalité, quand vous ouvrez ce livre, quand vous commencez à le lire, d'une certaine façon, vous êtes témoin, le lecteur est témoin de la façon dont il a été écrit. C'est-à-dire que j'ai gardé en surface le fait de dire c'est le confinement, il y a une sorte de chronologie réelle de mars 2020 à... Je crois que je m'arrête dans le roman au mois de mai, et qu'à la fin, ça se dilue, cette couche de surface s'efface et se dilue pour vraiment plonger dans le passé. Et qu'au début, il y a une case qui évoque quelque chose de ma petite enfance, puis une case qui évoque quelque chose de l'adolescence, et c'est pointillé. Mais à partir d'un moment, c'est des vraies figures qui apparaissent, et notamment vers la fin du livre, on en reparlera sans doute plus tard, le dernier quart du livre où j'évoque un ami de jeunesse. Et donc là, la couche de surface, qui était la chronologie du confinement, disparaît, et on est beaucoup plus dans une sorte d'immersion dans le passé. Oui, c'est pour ça que je trouvais que le mot polygraphie, ça fonctionnait beaucoup, parce qu'on avait à la fois des réflexions sur la traduction, on avait à la fois un journal, on avait à la fois des récits, on y reviendra. Et en fait, ce côté expérimental, cette recherche formelle qu'il y a dans l'échiquier, alors on n'est pas perdu, parce qu'on a l'habitude dans tes romans que finalement le livre nous amène ailleurs que là où on pensait. Donc pour le coup, on reste dans peut-être pas à ce point-là. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, que le sujet était vraiment en train d'évoluer comme rarement. C'est vrai que d'habitude, j'ai quand même une idée un peu plus précise de l'endroit où je vais, même si je suis ouvert
aux événements de hasard. Mais en l'occurrence, il y avait comme un glissement du sujet, et j'étais très attentif à ça, et très intéressé que le sujet puisse changer en cours de route. Oui, ben justement, tu parlais du hasard, et ça m'a fait penser aussi à Made in China. Je trouve qu'il y a énormément de correspondance avec ce livre, alors pas directement, pas de référence directe, mais c'était aussi un livre donc, qui est paru en 2016, il me semble, qui partait de l'idée d'un carnet aussi, où tu commençais à écrire un journal, ce qui n'est pas habituel. Et il y avait cette rencontre entre un journal, donc fait en Chine, et la volonté d'écrire un essai qui était le hasard, le fata et le fortuit. Et il y a cette rencontre qui se fait entre l'essai, la forme un peu plus réflexive et la narration. Et il y a aussi ça, il y a l'essai sur la traduction. Tu parles que tu as toujours voulu écrire aussi un essai sur la traduction. Du coup, ma question, c'était plus, est-ce que la tenue de journal déjà s'intègre de plus en plus dans ton écriture, ou est-ce qu'elle est dévolue à des moments particuliers comme un voyage en Chine, un confinement? Et est-ce que surtout elle permet justement de rassembler les matériaux littéraires et de pouvoir ouvrir justement le livre? Oui, la forme du journal est très libre et invite à écrire. C'est-à-dire que je n'ai jamais tenu de journal, mais dès lors que tous les matins, j'allais dans mon bureau, je mettais la date et j'écrivais, bah, évidemment, il y a quelque chose qui surgissait. Et tout au long de l'écriture de ce livre, je me suis interrogé finalement sur cette dialectique entre le hasard et la nécessité. Et de me dire qu'en fait, chaque livre qu'on écrit contient une part de nécessité, mais est aussi sujet à 1000 hasards. Et cette réflexion, en effet, tu as tout à fait raison de le dire, elle était déjà très présente dans Made in China. Mais là aussi, c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Et je crois que je l'évoque même dans l'échiquier. À un moment, je suis en train de me rendre compte que la crise sanitaire, la pandémie de Covid-19, est justement cet élément de hasard, cet élément fortuit, qui va rencontrer chez moi la nécessité qu'il y a toujours pour un écrivain, un jour ou l'autre, de s'interroger sur l'autobiographie, et surtout l'âge venant. Et donc je dis qu'il y a une part, le fait de s'interroger sur l'autobiographie est de l'ordre de la nécessité pour les écrivains, et donc pour moi aussi, surtout à l'âge que j'avais, qui était plus jeune à l'époque que maintenant d'ailleurs, entre parenthèses. Je n'avais que 62 ans quand j'ai commencé l'échiquier. Mais ce livre, en fait, dont j'ai le sentiment que je portais vraiment en moi, qu'un jour ou l'autre j'allais l'écrire, jamais les circonstances, jamais jusqu'à présent, et jusqu'à ce mois de mars 2020, ne faisaient que j'allais le commencer. En mars 2020, j'étais dans un tout autre état d'esprit, je venais de terminer les émotions, je corrigeais les épreuves des émotions, et les émotions étaient le deuxième volet d'un cycle romanesque, après la clé USB, les émotions, et j'avais évidemment en tête de continuer ce cycle romanesque, et donc l'année suivante, début 2021, de commencer l'écriture du troisième volet de ce cycle, et donc de consacrer l'année 2020, outre les voyages que j'avais prévus, à préparer, à réfléchir, à faire peut-être des entretiens préparatoires. Et donc j'avais tout ça en tête. Tout ceci a été annulé par la crise sanitaire. Je me suis trouvé face à une page blanche, face à une menace de désœuvrement. Et c'est là que j'ai commencé ce livre. Et c'est là que m'est apparu que la crise sanitaire, le confinement, était peut-être cet élément fortuit qui allait me permettre d'aborder pour la première fois l'autobiographie. Et donc, et avec le recul, c'est assez étonnant. C'était que finalement, je n'ai jamais programmé le fait que j'allais écrire une autobiographie. C'est les circonstances qui ont fait que je l'ai fait. Okay, très bien. Alors, on a parlé de l'analogie que tu fais entre l'échiquier et la mémoire.
Et ce qui est intéressant, c'est que le livre devient l'échiquier. Il est composé de 64 chapitres ou 64 fragments. Je ne sais pas comment tu les penses. Et je voulais savoir, justement, d'un point de vue strictement formel, est-ce que ces 64 fragments ont limité ton écriture, ou c'est plutôt été une manière de recomposer le livre, une réécriture? Voilà, comment ça a dicté? Donc en fait, il y a eu 2 périodes dans l'écriture de ce livre, hein, ce qu'on peut appeler un premier jet, quelque chose de très inhabituel, parce qu'en général, je ne fais pas de premier jet, je me relis au fur et à mesure, j'avance très lentement, mais en l'occurrence, il y a eu un premier jet, écrit de mars 2020 à juillet 2020, où j'écrivais tous les matins, et j'écrivais beaucoup, et mais je ne me relisais pas, et même je n'imprimais pas ce que j'écrivais, parce que c'était très difficile de se procurer des cartouches d'encre, puisque c'était le confinement et tout était fermé. J'avais même pas de quoi imprimer ce que j'écrivais. Évidemment, j'avais jamais procédé de cette façon-là. C'était donc une façon tout à fait nouvelle d'écrire, et donc une expérience tout à fait singulière. Et du coup, pour la réécriture, est-ce qu'il y a eu de la réécriture Tu fais bien de me lancer, parce que j'avais oublié ce que j'allais dire, la deuxième partie. Ensuite, il y a eu environ 2 ans où cette masse, il y avait encore presque un livre entier en plus en quantité, j'ai commencé à la considérer, à l'observer et à me dire, il est où le livre? C'est quoi ce livre? Et surtout que, évidemment, puisqu'au départ c'était une forme de journal, c'était daté, il y avait plus ou moins 3 parties, et évidemment, j'ai commencé à réfléchir, et il y a des choses que j'ai déplacées. La scène initiale, elle n'était pas au début. Elle était quelque part dans le livre, il fallait aller la chercher, il fallait la déplacer, il fallait la retravailler. Et à partir de là, j'ai décidé de faire cette structure en échiquier, de faire 64 chapitres. Ce n'était pas particulièrement difficile, ça ne m'a pas du tout limité, c'était juste un petit ajustement à faire. Et en effet, dans les dernières relectures, si j'enlevais 2 pages, j'étais obligé de faire quelques ajustements pour arriver à 64. Et donc les chiffres ont pu bouger. Certains chapitres ou cases n'ont pas eu toujours le même numéro. Et donc il y a eu quelques petits ajustements, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et ça m'intéressait aussi beaucoup que cette structure en échiquier est presque plus une apparence de contrainte qu'une contrainte véritable. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout limité, en fait. Le livre, il était comme je le souhaitais, et il suffisait simplement oui, je parle de juste quelques ajustements pour qu'à l'arrivée, il y ait les 64 cases ou 64 chapitres. Alors, puisqu'on en est aux questions formelles, je pense que tu me vois venir, mais quand j'ai ouvert le livre, en voyant cette numérotation, déjà j'ai pensé à la salle de bain, je me suis dit il y a un retour aux sources. Puis après j'ai compris que c'était donc les 64 cases de l'échiquier que tu déployais à travers le problème du cavalier. Mais il y a aussi autre chose dans la salle de bain, le fait de tu numérotais chaque paragraphe, tu les séparais d'un blanc typographique, et donc tu as mis en place un système très rigoureux, comme tu dis, duquel tu ne t'es jamais écarté, si ce n'est que tu as enlevé la numérotation des paragraphes, mais ce qui faisait aussi que tous tes romans, tous tes livres sont identifiables en fait au premier coup d'œil, parce qu'on a un paragraphe, un saut de ligne, un paragraphe, un saut de ligne. Donc visuellement, on reconnaît de suite les romans de Jean-Philippe Toussaint, les livres de Jean-Philippe Toussaint, on ne va pas dire romains. Est-ce que du coup, en fait, tu expliques, pardon, parce que du coup, il faut que je fasse le lien, mais l'échiquier, voilà, tu mets à mal ce système que tu as mis presque 40 ans à mettre en place, ou sur lequel tu t'es reposé pendant 40 ans, et tu mets en place du coup ce système très rigoureux. Tu expliques que c'est les conséquences inattendues de la crise sanitaire, les plus inattendues même. Donc tu reviens à la ligne, tu te permets de mettre des tirets devant les dialogues, ce qu'on ne trouvait pas non plus. Mais les conséquences durent jusqu'à la fin du livre. Je me suis demandé s'il allait avoir un retour à la normale, comme on dit après le confinement. Je me suis demandé, et pourtant c'est quelque chose qui reste toujours. Du coup, est-ce que la crise a été finalement plus profonde que sanitaire? Et voilà, est-ce que du coup, comment on choisit d'un coup de sortir d'un système sur lequel on a construit aussi une œuvre? Oui, c'est une petite plaisanterie que je me suis permise pour moi, de dire, de trouver une sorte de conséquence vraiment extrêmement inattendue et qui a assez peu été commentée de la crise du Covid. Et qu'en fait, c'est le virus
qui a détraqué un système que j'avais mis 40 ans à mettre en place. Et en effet, depuis la salle de bain, je n'avais jamais été à la ligne. C'est-à-dire, j'écris un paragraphe, il y a une ligne de blanc et puis un autre paragraphe. Je ne vais jamais à la ligne, je ne l'ai jamais fait. Et en 2006, j'ai présenté à l'Espace Écureuil, à Toulouse, une exposition, et j'avais fait une œuvre qui s'appelait Texte intégral, et qui, en fait, était une impression sur des feuilles A4 de tout ce que j'avais écrit jusqu'en 2005. Et tout ce texte que j'avais écrit, je l'avais imprimé avec un interligne extrêmement réduit, une police très limitée, des caractères de texte le plus petit possible, et ça tenait en 84 feuilles A4 que j'avais contrecollées sur des carrés en bois. Tout ça avait été imprimé, laqué, et puis exposé sur une longue ligne dans la galerie. Et on voyait visuellement que je n'allais jamais à la ligne, puisque c'était constitué de rectangles de différentes tailles, séparés par une ligne de blanc. On n'arrivait même pas à lire de quoi il s'agissait, sauf avec des très bonnes lunettes, en se penchant, on pouvait deviner le haut des lignes qui étaient lisibles. Le reste ressemblait à une sorte de nébuleuse de différents rectangles. Ça m'intéressait parce qu'en fait, je me suis toujours intéressé aussi au caractère visuel de l'écriture. C'est une chose qui me plaisait, et évidemment, ça me plaisait de travailler de cette façon-là, de laisser une ligne de blanc chaque fois entre mes paragraphes, ligne de blanc d'ailleurs, ou plus largement, j'invitais le lecteur à s'introduire. Il y avait une petite place pour le lecteur dans tous ces blancs. Quand on lit le livre, mais je ménage une petite place où le lecteur peut venir se promener, et il est chez lui dans ces blancs pour moi. Et donc ce système que j'ai utilisé de 84, quand j'écrivais la salle de bain en Algérie, jusqu'à le dernier livre que j'ai écrit, Les émotions, je n'y ai jamais dérogé. C'était pour moi, ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller à la ligne. Et puis à un moment, pendant le confinement, je me suis dit, mais et si je faisais en sorte que le virus, ce fameux Covid-19 dont on parlait, avait détraqué, il avait détraqué plein de choses dans la vie, et s'il était venu détraquer le système habituel de mon écriture. Ça m'amusait, c'est une petite idée comme ça, mais en même temps, donc je l'ai fait. Dans un chapitre, je raconte un coup de téléphone avec ma fille, et pour la première fois, je dis une phrase et je mets un tiret de dialogue habituel, pour une phrase très banale que je dis à ma fille, et c'est la première fois depuis que j'ai commencé à écrire, en gros. Donc c'est à la fois une toute petite chose, mais avec des conséquences très grandes, et puis je l'ai gardé aussi parce que je me suis rendu compte que ça me donnait une très grande liberté, quelque chose que je n'avais jamais. Je ne dis pas que c'était contraignant d'écrire par paragraphe, ce que j'avais toujours fait, mais ça m'apportait une liberté. Et il y avait, je crois, une sorte, de mon point de vue, d'éloge de la liberté, d'une certaine désinvolture par rapport à tout ce que j'avais fait. Et donc c'est une chose. Et je souligne ça, j'en parle ce soir, mais ça n'a quasiment pas été remarqué dans les très nombreux articles qui sont parus sur le livre, et même très peu évoqué dans les rencontres publiques que j'ai faites depuis la sortie du livre. Et donc c'est vraiment ce soir une des premières fois que j'évoque ce point. Après, je m'étais amusé à compter les parenthèses déjà, donc il fallait que je revienne dessus. C'est ça. Mais je me demandais du coup si c'était arrivé plutôt après coup, d'avoir voulu détraquer, ou si c'était parce que c'était quelque chose, un geste naturel peut-être de revenir à la ligne, et que finalement, mais je pense que tu veux dire. Non, c'était conceptuel, conceptuel et sous forme de plaisanterie aussi. Enfin, ce côté un peu, c'était assez vertigineux. Enfin, je prenais ça comme quelque chose d'assez vertigineux. Ça faisait 40 ans que j'écrivais d'une certaine façon, et puis je disais le Covid a un peu perturbé ma façon d'écrire. Donc mais j'ai assumé. Alors on a évoqué la salle de bain là, mais il y a un autre livre auquel vous rendez hommage, un livre que vous avez écrit avant la salle de bain. Mais que tu as, pardon, je ne sais pas pourquoi je passe au vouvoiement, un livre que tu as écrit avant la salle de bain, qui n'a jamais été publié, qui est Échec, et pour le coup tu lui rends hommage puisque tu nommes ta traduction de la nouvelle de Zweig Échec. Mais est-ce que je me posais la question en fait, pourquoi cette période est revenue
j'ai l'impression que l'autobiographie et la période de temps qui t'a intéressé va de l'enfance, voire de la petite enfance, de toi nourrisson qui passe une journée sans réaction, jusqu'à l'année 1994 peut-être, lorsque tu tournes, tu réalises le court-métrage Berlin 10h40, 46. Donc pourquoi avoir choisi cette période de temps et ne pas avoir voilà ce qui s'est passé peut-être après Berlin? Pourquoi avoir circonscrit l'autobiographie, la part autobiographique à cette période de temps? La première réponse, c'est que c'est venu instinctivement. La deuxième, c'est que je pense qu'il y a sans doute quelque chose de plus universel dans l'évocation de l'enfance ou de l'adolescence, et qu'on est moins dans quelque chose avec des circonstances précises, avec des noms. Si je racontais la sortie de mon livre, on serait dans un autre exercice. Et puis, il y avait aussi cette façon dont le passé ressurgissait. Et ça, c'était tout à fait lié aux circonstances. C'est parce qu'il y avait cette période de confinement, c'est parce qu'il y avait cette interrogation sur l'autobiographie, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus des épisodes qui, de mon point de vue, avaient quand même une valeur qui excédait mon propre cas. Et donc c'était, par exemple, je raconte un long épisode de mon adolescence, mais il y a aussi, d'une certaine façon, je traite ce moment de l'adolescence, ce moment un peu difficile, ce moment un peu douloureux pour moi. Et je le traite plus largement, ça excède, je dirais, me semble-t-il, mon simple cas. Si je racontais la sortie de la salle de bain ou tel voyage que j'aurais fait pour la traduction au Japon de mes livres, j'étais dans quelque chose de beaucoup plus banal et, à mon avis, plus personnel et moins intéressant, et où la dimension plus large était moins évidente, je crois. Je me suis posé la question si ce n'était pas aussi les dates qui correspondaient à Gilles Andruet, qu'on retrouve au début du roman et qui lance un peu la réflexion sur les échecs, et qu'on retrouve les dernières pages du son consacré. Ouais, et effectivement, les dates correspondent. Oui, il y a une chose, en fait, c'était que un des titres provisoires avec lequel je travaillais, après avoir envisagé de l'appeler simplement journal, mais dès que le livre s'est un petit peu transformé, le titre que j'utilisais, c'était Une année blanche. Parce qu'on a beaucoup parlé pour les intermittents de l'année blanche, etc. Et donc je travaillais avec cette idée de Une année blanche, et je m'étais dit qu'en fait, cette année blanche que nous vivions avec le confinement et la crise sanitaire, je l'avais vécue autour de 79. En fait, la période qui va de la fin de mes études, où j'ai fait Sciences Po, j'ai fini Sciences Po en 78, et il y a une période comme ça qui va de, je sais pas, autour de 79. Elle est un peu plus longue qu'une année d'ailleurs, elle excède un peu les 12 mois, mais peu importe, c'était l'équivalent. Il y a eu dans ma vie aussi une autre année blanche, et cette année blanche de 79, il se passait rien dans ma vie, mais tout s'est noué là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Madeleine, c'est à ce moment-là que j'ai joué aux échecs sérieusement. Et donc finalement, l'année, indépendamment des évocations, des cases, des chapitres consacrés à l'enfance ou à l'adolescence, l'année miroir, l'année reflet de l'année du confinement, c'était cette année 79. Et c'est vrai que les parties d'échecs avec mon père au Portugal, c'est cette année 79. L'évocation de cet ami de jeunesse qui est devenu champion champion de France d'échecs en 1988 et qui en 1995 a été assassiné. Tout ça se retrouvait autour de cette année 79. Oui, du coup, je voudrais bien revenir aussi sur certains épisodes, si on peut rentrer un peu plus dans les différents épisodes que tu évoques. Forcément, la lecture de tes précédents livres, ça nous incite surtout quand on travaille sur ton œuvre, à s'attarder sur les épisodes qui concernent la relation avec ton père et les parties d'échecs
que tu disputes avec lui. Donc ce père qui demeure d'un côté imbattu aux échecs parce qu'il refuse de jouer à partir du moment où il comprend qu'il pourrait être battu. Mais c'est aussi le père qui donne la permission à son fils de devenir écrivain. Et tu écris « Je n'ai pas eu la vocation, j'ai eu la permission ». Et du coup, je voudrais revenir sur ça, mais je voudrais qu'on y revienne pour pas faire simple, mais pour faire compliqué, en faisant un détour avec la traduction de Stefan Zweig, qui a été entreprise en même temps, parce que dans l'échiquier et dans les émotions, tu le rappelles dans les échiquiers, tu rapproches Stefan Zweig de ton père, tu dis que Stefan Zweig a toujours été une figure paternelle. Tu écris même, j'ai même fini inconsciemment par associer Zweig à mon père. C'est donc presque naturellement, avec une sorte d'évidence, que dans les émotions, j'ai eu l'idée de rapprocher la figure de Zweig du père du narrateur. Et du coup, il me semble que quand tu traduis Zweig, et plus particulièrement du coup la nouvelle joueur d'échecs, échecs, tu mêles doublement ton père à cette entreprise, à la fois par les échecs et à la fois par l'écriture. Donc est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'histoire de cette traduction et éventuellement du coup de s'il y avait ces idées-là qui... Alors l'histoire de la traduction, c'était donc là on revient à mars 2020. Je perçois assez vite que tout ce que j'avais prévu allait être annulé, que il y a un grand vide qui allait se placer devant moi, que je n'avais aucun projet littéraire en cours, et ça me faisait assez peur, et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis souvenu que lorsque je vivais à Berlin, j'avais envisagé déjà de traduire la Charte Novel de Stefan Zweig, parce que c'est un texte autour du jeu d'échecs, et que le jeu d'échecs m'a toujours fasciné, m'a toujours plu, et le premier livre que j'ai écrit, avant la salle de bain, s'appelait Échecs, et c'était l'histoire d'un championnat du monde d'échecs qui durait 10 000 parties, et qui durait en fait toute la vie, et c'était un huis clos dans une grande pièce blanche rectangulaire, où les personnages se retrouvaient à jouer aux échecs tout le temps. Ce livre n'a jamais été publié, mais c'était pour moi évidemment très lié à mes débuts comme écrivain, parce que j'ai écrit une dizaine de versions de ce livre, au présent, au passé, à la première personne, à la troisième personne. J'ai fait mes gammes avec ce livre Échecs. Et comme le titre allemand, enfin plutôt le titre français, c'est Le joueur d'échecs. Mais ce n'est pas le titre allemand. En allemand, c'est Schach Novel, c'est-à-dire Schach, c'est échec, et Novel, c'est nouvelle, donc nouvelle des échecs. Et c'est Jacqueline Desgouttes, la première traductrice française, qui a décidé de l'appeler Le joueur d'échecs. Et c'est comme ça que le livre est connu en France, et c'est un très bon titre, il faut bien l'admettre. Et en 2013, lorsque l'œuvre de Zweig est passée dans le domaine public, la nouvelle a été retraduite par 5 ou 6 ou 7 traducteurs et traductrices, et la plupart ont gardé ce titre, Le joueur d'échecs. Mais moi qui me souvenais que j'avais écrit Échecs, ça faisait presque partie du projet de me dire je vais traduire la Charte Novel et je vais la nommer Échecs, ce qui est pertinent par rapport à l'allemand, mais c'est aussi le titre du premier livre que j'ai écrit. Et donc c'est à la fois un hommage au jeune homme que j'étais, si on peut dire, mais aussi à l'écrivain attachant qu'est Stefan Zweig. Et là, j'explique un peu dans l'échiquier en quoi j'ai toujours associé Zweig à mon père. Et en gros, il y a le côté humaniste qu'ils avaient tous les deux, le côté attaché à l'Europe. Mon père bruxellois était foncièrement européen comme Stefan Zweig, et puis aussi le lien qu'ils avaient tous les deux avec Erasme de Rotterdam. Zweig a consacré une biographie à Erasme de Rotterdam, et mon père a fait d'Erasme de Rotterdam un personnage d'un roman qu'il a écrit. Donc pour moi, et puis je sais aussi que et mon père et ma mère étaient des grands lecteurs du Monde d'hier, par exemple, le grand livre de Zweig, et qu'on en avait parlé quand ils étaient venus me voir à Berlin, et que donc en fait il y avait en effet Zweig était attaché à la figure de mon père, et donc en effet ça réunissait beaucoup d'avantages de me lancer dans cette traduction de la Charte Novel. Et alors, il y a une dimension aussi, on a parlé un peu de la dimension métalittéraire qu'il y a dans le livre, où tu proposes des réflexions sur l'écriture, sur la traduction. Et il y a quelque chose qui m'a assez intéressé, c'est que tu joues
à perturber un peu les attentes du lecteur vis-à-vis de l'historicité de ce que tu racontes. Comme si, en fait, tu faisais usage d'une ce qu'on pourrait appeler une métalepse inversée dans les études de lettres, mais en gros de brouiller les frontières entre la fiction et la réalité. Et puis particulièrement, dans ton cas, c'est brouiller les frontières entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire ne plus raconter un épisode qui est réel et tout à coup injecter le doute en le faisant passer pour de la fiction. Donc c'est comme si tu essayais de maintenir un doute sur ce que tu étais en train de raconter. Il y a notamment un épisode qui m'a fait beaucoup rire, mais qui m'a fait beaucoup rire parce que je suis encore une fois étudiant en lettres et que tu dis, vous êtes avec Madeleine, vous partagez une coupe de champagne et vous parlez des entr'actes que vous connaîtrez dans le futur. Et donc Madeleine te dit qu'elle admire ta prescience et tu dis, mais ce n'est pas de la prescience, c'est de la prolepse. Donc le terme qu'on utilise pour parler en cinéma, c'est flash forward, je crois, mais qu'on utilise en littérature pour parler d'un événement futur. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Je voulais savoir, est-ce que c'est par pudeur, est-ce que c'est par jeu, est-ce que c'est pour ne refuser, en fait, tu parlais de tentation autobiographique, est-ce que tu te méfies finalement de l'autobiographie, ou est-ce que c'est pour dire on est toujours dans de la littérature ? C'est à la fois par jeu et sans doute aussi par pudeur. Par jeu, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté... J'aime le jeu. Les jeux sont présents dans absolument tous mes livres. Et là, il y a ce jeu d'échecs. Et c'est vrai que là, j'aime explorer toutes les possibilités de la littérature. J'aime pas spécialement le côté contrainte. Le côté oulipo, justement, me semble un peu trop contraignant. Mais le côté... ludique, amusant, de jeu avec les possibilités, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça aussi que je cite Fellini à de nombreuses reprises dans le livre, et que notamment je rappelle une anecdote de Fellini qui est en train de préparer le tournage de 8,5. Et c'est un passage que je cite dans un des livres qu'a écrit Fellini, qui s'appelle Fellini par Fellini, et il raconte qu'il est là en train un peu désespéré à se dire qu'il ne sait plus très bien ce qu'il est en train de faire, alors que l'équipe des machinistes est en train de travailler, de préparer le décor. Et puis il y a un machiniste qui dit on fait un pot, venez boire un verre avec nous. Et puis il boit un verre et toute l'équipe dit vive le metteur en scène, à 8,5, à 8,5. Et lui il retourne dans son bureau, il est désespéré, il dit mais moi pauvre con, je suis là, je sais même plus, ils sont tous très gentils, ils travaillent tous pour moi et moi je sais même pas quel est le film que je suis en train de faire. Et à un moment il y a une sorte de petite lumière qui s'allume et qui dit mais c'est ça le sujet de mon film. C'est un metteur en scène qui ne sait pas quel est le film qu'il est en train de préparer, le film qu'il est en train de tourner. Et ça m'intéressait beaucoup par rapport au sujet du livre que j'étais en train d'écrire. Non pas que je ne savais pas quel était le sujet du livre que j'étais en train d'écrire, mais que le fait que le sujet du livre que j'étais en train d'écrire pouvait changer en cours de route, et n'était pas stable, pouvait se mouvoir, pouvait un peu bifurquer, et que, alors que ça commençait plutôt comme un journal de confinement, comme un journal de traduction, petit à petit, ça prenait un chemin autobiographique et puis ça bougeait. Donc le sujet était en train de changer. Ça m'intéressait évidemment beaucoup. L'autre chose par rapport à l'autobiographie, c'est vrai que tu as parlé de pudeur. C'est vrai que l'autobiographie est peut-être quelque chose dont je me méfie peut-être un peu du principe de l'autobiographie. Ça m'obligerait à me dévoiler ou à dire des choses sur moi-même que j'ai peut-être pas nécessairement envie de raconter. Et donc, je pense qu'il y a quand même une sorte... En même temps, c'est le défi. En même temps, j'ai compris que ça pouvait être intéressant de parler de choses qui m'étaient très personnelles et des choses qui m'étaient arrivées. Mais je pense que la tension entre ce désir d'aborder l'autobiographie et quand même la pudeur que je conservais était intéressant. C'est plutôt la tension qu'il y avait entre les deux. Alors j'aimerais conclure du coup la discussion en faisant une boucle, en revenant sur la mémoire et sur le temps. Tout à l'heure j'ai comparé un peu facilement
la scène initiale à Proust. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans ton écriture, le processus mémoriel, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il était mis en scène, c'est-à-dire qu'on le voyait en train de se faire. Il y a plusieurs endroits dans le livre, en fait, où tu te mets en scène, enfin, de travailler la mémoire, en train de percer doucement les brumes des souvenirs. Et tu parlais du coup du fait que la contrainte de l'échiquier des 64 cases n'était qu'une contrainte finalement apparente. Et il me semble que c'est que du coup il y a une autre dimension, c'est-à-dire que comme si l'échiquier était un plateau du coup en deux dimensions, tu proposais avec la mémoire une troisième dimension qui serait verticale et d'approfondir en quelque sorte chaque case. C'est que si en apparence chaque case fait la même taille, en vérité chaque case peut être beaucoup plus profonde lorsque tu perces la mémoire selon où tu as envie d'aller. Et du coup je voulais savoir justement comment l'écriture te permet de te remémorer des choses, peut-être de figer certains souvenirs et de penser le temps. Comme ça. Mais c'est très juste parce que en fait, cette image de l'échiquier, si on veut le représenter, normalement, on peut dessiner les 64 cases. C'est une grille en fait. Mais moi, j'aime l'imaginer comme s'il était à la surface de l'eau. Et pour délimiter les cases, on mettrait des bouées. Et j'ai déjà vu faire ça en Corse, des pêcheurs qui laissent des bouées à la surface et il y a des filets de pêche au fond. Et donc j'aime assez cette idée de 3 dimensions où les 64 cases seraient séparées par des bouées. Il y aurait calculé le nombre de bouées qu'il faut pour arriver à un plateau de 64 cases à la surface de la mer, mais qu'au fond, il y aurait des filets de pêche. Et cette idée d'aller à la pêche au souvenir me plaît assez. C'est-à-dire que j'ai utilisé dans le livre cette idée d'être immobile face à l'échiquier de ma mémoire. Il me manque une canne à pêche, quoi. J'aurais une canne à pêche et hop, je pourrais aller de case en case, aller pêcher quelque chose, et descendre et donc et ramener certains souvenirs de l'enfance, de l'adolescence, et qu'ils sont en profondeur. Alors c'est vrai que j'ai toujours aimé les images aquatiques, un peu fluides et tout ça, mais pour poursuivre cette métaphore-là, ce qui est intéressant, c'est que si on laisse les bouées à la surface pendant un certain temps, le temps que j'écris le livre, ces bouées bougent beaucoup au gré des courants. Et donc, on a quand même les 64 cases, elles restent, mais l'ensemble est très fluide. Et il y aura des très grandes cases, des toutes petites cases. Et c'est un peu comme ça que je vois mon échiquier. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Est-ce que vous avez des questions du public ? Il y a 2 questions. Est-ce qu'on a le temps d'avoir des questions et est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, je n'ai pas lu le livre et j'avoue très mal connaître votre œuvre. Et je suis tout à fait ébahi de voir qu'on écrit donc une thèse de 7 ans pour l'instant sur cette œuvre qui me donne vraiment envie de la voir. Bon. Moi, ce que je vois, que vous avez parlé tantôt d'échec. Or, il s'agit ici de l'échiquier et vous l'avez mentionné qu'un personnage, le cavalier. Alors, je m'intéresse, que devient le jeu d'échecs et 2, que deviennent les autres éléments du jeu d'échecs ? Alors, la première réponse, c'est que le jeu d'échecs est très présent, et en particulier par l'évocation d'un certain nombre de grands champions d'échecs. Dès le début du livre, c'est l'époque à laquelle il se situe, j'évoque les matchs entre Karpov et Kasparov, et notamment le fait que je me suis rendu personnellement à Londres et à Lyon suivre ces matchs, parce que c'est une passion qui m'a toujours accompagné. Il y a également une longue évocation d'un champion d'échecs russe qui s'appelle Arthur Yusupov, parce que c'est un long chapitre du livre. Au début des années 90, j'ai fait un film à Berlin et nous avons engagé Arthur Yusupov comme comédien. Donc il joue son propre rôle dans le film, et c'était un peu une gourmandise de ma part d'avoir réussi à
à convaincre Arthur Yusupov de jouer dans un film. Et donc, il y a aussi, on l'a évoqué, Gilles Andruet, qui était un très grand champion français et qui était mon ami et qui est mort assassiné. Donc, le jeu d'échecs, le livre s'appelle L'échiquier, et il y a tout au long du livre l'évocation de joueurs d'échecs. En ce qui concerne les pièces elles-mêmes, c'est un hasard que je me suis servi du cavalier pour la structure du livre. Il y a très peu de métaphores liées aux autres pièces. Mais il y a une interrogation, je dirais, permanente sur la symbolique du jeu d'échecs. Parce que la symbolique du jeu d'échecs, elle est frappante, au moins sur 2 points. C'est le rapport à la mort. Échec et mat, c'est char et mat, ça veut dire le roi est mort. Donc le rapport à la mort, le rapport symboliquement à la mort est très important. Et puis il y a aussi la dimension peut-être un peu moins connue du grand public liée au temps. Parce que lorsqu'on joue, pas professionnellement, mais quand on joue sérieusement aux échecs, on joue nécessairement avec une pendule. Et la pendule fait que le temps de la partie est limité. Et il y a une métaphore, c'est que lorsque le temps de la partie est terminé et qu'on n'a pas fini la partie, on perd. C'est donc aussi, d'une certaine façon, la mort. Et il y a une sorte de peau de chagrin. Le temps de la partie d'échecs s'écoule de la même façon que le temps de la vie humaine. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que très souvent, il me semble que le jeu d'échecs suscite des métaphores un peu paresseuses. Et ça, c'est une des choses que j'ai essayé d'éviter. Donc il y a très peu du symbolisme des pièces d'échecs, il y a très peu de ce symbolisme où on dit que le ministre des Affaires étrangères russe ou de l'époque avance ses pièces, etc. Donc le jeu d'échecs est un peu une sorte de tarte à la crème des métaphores, et ça, je me suis efforcé de l'éviter. Bonjour. Vous vous rendez compte que vous avez fait 64 cases, 64 chapitres, et que vous avez eu 64 ans pendant l'écriture de ce livre? C'est rigolo quand même. Hein? Ben, c'est très bien observé, mais comme je l'ai souligné, j'avais 62 ans quand j'ai commencé, et à la fin, maintenant j'ai 65 ans. En fait, ça change tout le temps, c'est ça le problème. Et j'aurais voulu arrêter le temps, parce qu'à un moment, je me suis dit, comme vous, mais j'ai 64 ans, il y a 64 cases. Et oui, et voilà. 64 cases. Voilà. Mais comme j'avais cette image initiale dont on a parlé, c'est-à-dire ce hall d'entrée au début du confinement. Et le début du confinement, c'est mars 2020. Je ne pouvais pas changer la date. J'ai écrit, vous ne pouvez pas changer la date du début du confinement? Non, on ne peut pas. Et donc, si je m'en tiens à ma biographie, en mars 2020, j'avais 62 ans. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Lorsque je fais une citation de Fellini, et Fellini qui se dit et je suis en train de me demander ce qu'éprouve un type de 64 ans. Et donc il dit, j'ai 64 ans, en gros là, c'est le début de la vieillesse, et je suis en train de me demander ce que j'éprouve à 64 ans, et de côté je suis un peu rouillé, il dit un truc comme ça au journaliste qui l'interroge. Et moi je commente, et je dis, et moi que je n'ai que 62 ans, qu'est-ce que ça va être à 64 ans? Et ça évidemment je l'ai enlevé, puisque je ne pouvais plus le garder. Une autre chose, l'épisode de l'achat du masque en pharmacie, c'est une blague belge, ça. Hein? Alors ça tombe bien parce que c'est la leçon de Fellini. Ah bon? Je reste à Fellini. Fellini m'a appris en fait une chose très intéressante, c'est qu'il raconte des choses qui lui sont arrivées. Ça part de faits réels, et puis petit à petit, il dérape un peu. Et puis il dérape de plus en plus, et puis il fait une sorte d'épopée, un truc rocambolesque, burlesque, et on voit bien qu'il invente. Mais il y a un fond de vérité. Et la façon dont la scène à la pharmacie où j'achète des masques, évidemment, il y a un fond de vérité, mais j'en fais une scène littéraire. J'en fais quelque chose, ça devient de la fiction, et j'en fais une sorte d'épisode un peu fantastique. Une blague belge, si vous voulez. À chaque lecteur. C'est comme ça que voilà, très bien. Moi, j'ai bien aimé le moment du livre où vous faites le point. Vous dites je voulais que ce livre soit. Oui. Ouverture. Alors, malicieux. Mais là, vous avez. Enfin, quand on lit tout le paragraphe, c'est long. Hein, vous avez quand même coché beaucoup de cases. Enfin, moi, j'ai trouvé
Une ouverture, oui, parce que moi, ça m'a ouvert sur les œufs d'échec. Maintenant, je sais ce que roquer veut dire. Et ensuite, ça vous ouvre sur d'autres lectures, en particulier Roi, Dame, Valet de Nabokov. Alors là, vraiment, je me suis amusée. Nabokov aussi, mais moi aussi. Et ensuite, vous dites, il est malicieux, et ça c'est vrai. J'ai trouvé que le passage, la rencontre avec Madeleine, c'est un régal de légèreté, de jeunesse. Et puis, on est là, on se dit, mais quand est-ce qu'il va arriver? On l'a embrassé. Et alors là, à la fin du paragraphe, c'est absolument inouï parce que vous penchez, enfin, je cite, je me penche sur son visage et « Ah mais non, je vais quand même pas vous raconter ma vie !» Ça, je trouve ça très malicieux, c'est vrai. Et puis après, je veux aussi que ça soit l'affleurement de la vieillesse. Alors là, j'ai bien aimé la métaphore de la brume inexorable qui monte. Parce que moi, j'ai 10 ans de plus que vous, et je peux vous dire que la brume inexorable, elle m'enveloppe complètement. Mais c'est quand même une très jolie image. Ça rend la vieillesse un peu plus sexy, un peu plus supportable, peut-être. Voilà, je vous remercie pour cette... Merci à vous. Merci à vous. Et Madeleine ne quitte plus le micro. Écoute, pourquoi pas, hein. Moi, ce qui m'a le plus plu dans ce livre, en fait, c'est que les échecs, c'est l'art de l'anticipation. L'art de prévoir les coups à l'avance. Et en fait, tu as écrit ce livre de cette façon-là. Ton livre, il est très échiquéen par sa structure même, par cette façon que tu as de placer des informations et de les confirmer 10 pages plus tard. Et donc, moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné dans le livre. Et je voulais te féliciter. Je te remercie, Madeleine. Merci. Il a été évoqué un 3e volet, donc la clé USB, les émotions. Est-ce que ce 3e volet, il est toujours en perspective ou est-ce que cette écriture-là, finalement, a mis un terme à cette articulation en 3 temps? C'est évidemment une grande question et je n'ai pas la réponse. C'est vrai que la crise sanitaire a perturbé évidemment ce que j'avais prévu. Ça reste d'actualité que je fasse un 3e volet et que je mette un terme à ce cycle. En effet, c'est une possibilité. Mais avec cette tentation autobiographique, j'ai quand même ouvert la porte ou la voie vers quelque chose, peut-être même une façon d'écrire, peut-être simplement de m'interroger. Est-ce que je vais de nouveau aller à la ligne ou je vais revenir, enfin un peu comme tu le disais, le confinement est terminé, maintenant je peux reprendre business as usual, hein, et on reprend les paragraphes, etc. Je l'ignore. J'ai écrit énormément tous les matins comme je n'avais jamais écrit, ce premier jet. Après, j'ai travaillé pendant 2 ans à essayer de comprendre quel était ce livre. Et maintenant, je suis devant vraiment une vraie... il y a une nouvelle de Borges, le chemin qui bifurque. Là. C'est quoi le début là? C'est le sentier ou enfin bon, je suis devant plusieurs chemins possibles. Tous, sans doute, assez tentants, mais je n'ai pas encore décidé vers lequel j'allais me diriger. Bonsoir. Moi, j'ai trouvé magnifique la disparition du paysage. J'aime beaucoup le théâtre et je voulais savoir si vous envisagez de refaire ce type de choses. Voilà. Le texte était vraiment très, très, très beau. Alors, c'est aussi un sentier qui s'ouvre devant moi. C'est une des possibilités. Ça a été une expérience magnifique. C'était aussi très lié au confinement puisque le spectacle devait être créé en janvier 2021 au Bouffe du Nord à Paris et ça a été annulé à cause de la crise sanitaire. Et ça a été créé donc à la fin de l'année 21. Et puis nous sommes venus à Toulouse. On l'a joué au Théâtre de la Cité. Il y avait un monde, vraiment, tous les soirs, il y avait énormément de monde. Et
normalement, c'est pas absolument sûr, mais je sais que la saison 2024-2025, le spectacle sera repris. Denis Podalides va le reprendre. Donc ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très bonne nouvelle, quelque chose de très émouvant. Je suppose, comme Aurélien Bory est originaire de Toulouse, qu'il va être joué également à Toulouse encore, alors qu'il y a eu déjà 4 ou 5 représentations magnifiques. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît. Et la possibilité d'écrire quelque chose plus particulièrement pour le théâtre est aussi un des sentiers qui est devant moi, mais je ne sais pas dans lequel je peux aller dans plusieurs sentiers à la fois peut-être aussi, mais après on risque de se casser la gueule si on vaut mieux aller dans un à la fois. Plus de questions? Une dernière? Pour rester dans la veine autobiographique, est-ce que serait envisagé un travail photographique ou un film, une vidéo par rapport aux autres formes d'expression? Alors oui, il y a en effet en pointillé la possibilité de parce qu'en fait il y a un travail photographique que je fais depuis assez longtemps, qui n'est pas tellement connu. Et c'est vrai que c'est une des choses à laquelle je réfléchis. Et je pense que vous aurez une réponse concrète d'ici peu. Alors peut-être que si les gens veulent faire signer leur exemplaire. Oui, il y a une table. Merci. Vous venez d'écouter à l'instant Jean-Philippe Toussaint à la librairie Ombre Blanche, mercredi 25 octobre 2023, lors de la présentation de son livre L'échiquier, ainsi que de sa traduction de Échec de Stefan Zweig, tous deux parus aux éditions de Minuit. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.